Merci à toutes et à tous d'être ici. Je crois que c'est la deuxième conférence depuis le déconfinement, après celle de Paul. Donc on est très heureux de retrouver le musée à sa réouverture. On salue également toutes celles et tous ceux qui nous regardent en vidéo. Je crois qu'ils sont très très nombreux, près de 300 personnes. Et je suis très heureux, moi, de me retrouver ici avec vous, cher Pierre Nora. Particulièrement ici, on va parler évidemment de ce que ça signifie pour vous d'être dans une sorte de maison du judaïsme. Et à l'occasion de ce livre que moi aussi j'ai beaucoup aimé, comme Paul, il m'a beaucoup touché. J'ai l'impression de vous connaître presque familialement depuis ma naissance, mais en fait on se connaît très peu, on se connaît pas beaucoup. Mais ce livre m'a beaucoup touché pour 1000 raisons, par son érudition, par son élégance, mais aussi par justement le courage, mais là pas le courage d'une forme de fragilité, voilà, une force vulnérable. J'ai eu l'occasion de l'écrire. Moi, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est votre manière d'assumer tout un tas de failles, de les expliciter, de les raconter en historien et en homme de lettres, en écrivain. Parce que quand on pense à vous, on ne pense pas spécialement à quelqu'un qui a connu des échecs. On pense, Paul a commencé à le dire, au grand éditeur, au pilier de chez Gallimard, au maître d'œuvre, à l'historien, au maître d'œuvre des lieux de mémoire, à des piliers quelque part de la vie intellectuelle française dans sa globalité, et l'académicien, enfin je m'arrête là. Or, dans ce livre, vous avez le courage d'affronter tout un tas d'échecs qui scandent comme ça votre texte et dont vous montrez qu'ils ont été féconds, que ce sont des échecs qui ont été votre chance quelque part. Et que vous avez su, comme d'autres retournent la malédiction en élection, vous avez su retourner vos déceptions en élection, justement. Alors, on y reviendra, mais les échecs en question, ce sont l'échec à Normal Sup, sur lequel vous consacrez un chapitre entier très drôle et très vif à vos 3 échecs à Normal Sup, dont vous dites que ça a été la chance de votre vie d'avoir échoué. Vous parlez aussi beaucoup d'un échec littéraire, que votre père, que vous-même, vous aviez envie d'être un écrivain, un nouveau Proust, et puis que ça ne s'est pas fait, en tout cas, comme ça. Et puis, un autre échec, et on y vient peu à peu, en tout cas, un rendez-vous manqué à l'égard d'une certaine transmission familiale et par exemple, du judaïsme. Et donc, ça, c'est une chose intéressante qui file tout du long. Vous définissez dans ce livre comme un juif profondément, ou comme un homme profondément déjudaïsé et assimilé. Et vous parlez de ce que vous appelez la présence-absence du judaïsme dans votre vie. Vous avez vu Rabbi Jacob? Vous l'avez vu, Rabbi Jacob? Voilà. Et donc ça pourrait donner lieu à une question très simple sur cette présence-absence. C'est Pierre Nora, vous êtes juif? Comme Salomon? Il faut prendre un micro. C'est vraiment une question. Il y a juste à le mettre, voilà. Ah bon, avant de répondre à votre question, je voudrais... Ah voilà, ça commence. Oui, c'est fatal. Remercier Paul Salmona de son invitation. Remercier vous, Jean Birnbaum, qui avez eu la gentillesse d'accepter cet entretien. Après, vous êtes déjà farci, si j'ose dire, un article. Et le public d'être ici et d'être à l'écoute pour ceux qui le sont. Donc... revenons sur ce livre, effectivement. Et à propos de Rabbi Jacob, qu'est-ce que vous voulez que je puis vous dire? Non, je vous ai posé une question. Je vous ai demandé si... Mais la question était claire, non? Je sais pas. Je vous ai demandé, mais c'est un peu gênant de la reposer. Est-ce que vous êtes juif? Est-ce que je suis juif? Oui. Écoutez, mais c'était mieux avec Rabbi Jacob. Comme ça tombe un peu à plat. Oui, c'est ça, oui. Écoutez, oui, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est comme intellectuel. Qu'est-ce que si vous me demandiez si je suis intellectuel, je pourrais difficilement vous dire non. Ce serait un peu la même chose. Ça fait partie un peu de mon identité. Mais c'est d'ailleurs, je vais vous confesser quelque chose. C'est le deuxième... Je n'ai pas écrit ces chapitres dans l'ordre. Et c'est, je crois, ce qui fait un peu l'intérêt même de ce livre. C'est la discontinuité entre les chapitres que j'ai souhaité assumer. Mais c'est le deuxième que j'avais écrit. J'avais d'abord commencé par la fin, et tout de suite après, j'ai fait l'histoire juive. Bon, c'est pas tout à fait pour rien, si vous voulez, que je me suis précipité sur ce thème presque immédiatement, comme constitutif de moi-même. En plus, je vous dirais que je vivais avec le remords de ne pas m'exprimer sur le judaïsme, et le mien en particulier.
je trouvais que c'était pas bien et que je devrais laisser, si j'ose dire, quelque chose qui avait tellement compté pour moi, de ne pas l'expliciter d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai voulu le faire très consciemment. Cela dit, je crois que justement, ce que j'ai essayé de dire, c'est pourquoi ma génération était spécialement silencieuse sur ce sujet. Parce que, et en particulier sur le problème d'Israël, sur lequel je sens que je suis extrêmement gêné pour m'exprimer. D'abord parce que je dois beaucoup à Israël, ne serait-ce que l'image de moi-même. En ce sens, c'est fondamental. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Pardon, je n'ai pas compris. Eh bien, ça veut dire qu'ils ont lavé pour toujours, si j'ose dire, ce qui pouvait être ressenti comme une forme de honte. Ils ont lavé la réputation du courage militaire, puisque c'était des militaires. Ils sont devenus des paysans avec les kibboutz, et parce qu'ils ont labouré une terre et qu'ils l'ont rendue féconde alors qu'elle ne l'était pas. Ils ont liquidé l'idée du juif d'argent à tous égards, parce que c'était des gens qui ne l'étaient pas. Bref, ils ont renversé à tout jamais l'image du juif pour antisémite. Et à cet égard, j'en bénéficie, comme Finkielkraut a bénéficié, si j'ose dire, il le raconte dans le Juif imaginaire, de ce que ses parents étaient déportés ou de ce que sa famille a été déportée et qu'il en a eu comme les rentes, si j'ose dire, eh bien, moi j'ai eu les rentes d'Israël d'une certaine façon ici. Alors c'est en ce sens que j'affirme une solidarité inconditionnelle. Et en même temps, à tous égards, je me pose, comme tout le monde et comme chacun, des problèmes qui dépassent le problème de la condamnation du bout des lèvres du régime politique, lié comme la quatrième à une constitution impossible. Mais je crois que le problème d'Israël dépasse de beaucoup ça. Et l'évolution qu'Israël a prise, je ne m'y reconnais pas. Et cependant, beaucoup de mes amis m'ont reproché de ne pas me scandaliser contre Israël. Et je leur réponds, à quoi ça sert? Pourquoi faire? Et à la limite, je ne me reconnais pas le droit. Alors c'est ça que je veux dire, que je me sens à certains égards condamné à une forme de silence qui est peut-être liée aussi, comme j'essaye de l'expliquer dans le livre, à ma génération. C'est-à-dire cet entre-deux que j'ai vécu très fort. Sur cette question du silence et de la honte, c'est intéressant parce que je me souviens qu'ici même, Jacques Derrida, que vous avez bien connu, qui a été votre camarade et dont on reparlera tout à l'heure, Jacques Derrida avait expliqué ici même, il y a quelques années, qu'il avait compris qu'il était juif au moment où il était traité de sale juif, qu'il avait été comme harponné, c'est d'ailleurs un grand classique des identités, c'est pareil pour beaucoup d'homosexuels, que l'identité juive pour lui a été constituée par l'insulte et par la violence dans la cour de récréation. Et vous racontez une scène assez similaire, parce que vous parliez de honte et de silence à l'instant, donc je voulais rebondir là-dessus. Vous racontez qu'au lycée Champollion, en 6e, vous êtes dans la cour de récréation, oui, et que vous faites traiter de sale juif pour la première fois par un petit gamin à nœud de papillon qui est le fils des fabricants de gants Perrin, une spécialité de Grenoble. Et vous écrivez, donc c'est à la page 30, « Et comme beaucoup d'enfants dans ce cas-là, au lieu de me battre, je me suis effondré sur moi-même, comme rétréci d'un coup, humilié, déstabilisé. » Donc quelque part, pour vous aussi, comme pour Derrida, l'identité juive a commencé par quelque chose comme de la honte, et une honte silencieuse, effondrée. Oui. Oui, qui était inexplicable d'une certaine façon, et qui donc plonge très loin, parce que je ne m'étais jamais interrogé sur le judaïsme jusqu'à la guerre. Et d'ailleurs, même pendant la guerre, je le dis, je ne m'en suis pas vraiment expliqué, parce que entre les juifs, j'étais dans le Vercors, donc les résistants
les Français, tout simplement, qui étaient, et ceux que je voyais, qui étaient évidemment des Français qui réprouvaient l'occupation, par définition. Donc je n'avais pas le sentiment du judaïsme. Et c'est assez drôle parce que j'ai appris très tard, je n'ose pas le dire, je crois me souvenir que mon professeur de 6e, je ne dirais pas son nom, qui était particulièrement gentil avec moi, il m'avait fait avoir la première, comment on appelle ça, distinction de classe, des tableaux d'honneur, enfin, un truc comme ça, était profondément pétiniste et radicalement antisémite. Alors, même lui, je ne me suis pas rendu compte qu'il était antisémite et je pense que j'étais son petit juif. Donc, il y a eu une espèce de confusion, si vous voulez. Le fait d'être juif était d'être super français, si j'ose dire, c'est-à-dire persécuté au carré par rapport aux Français, mais il n'y avait pas de différence intrinsèque. Mais si on revient sur cette scène... J'ai vécu dans un milieu de résistants. Juste cette scène, en fait, parce qu'elle est marquante, cette scène de la cour de récréation. Comment vous expliquez, parce que vous dites que votre frère, ensuite votre frère aîné Simon, dont Paul parlait tout à l'heure, vous a vu rentrer à la maison en pleurs et qui vous a dit « La prochaine fois que ça t'arrive, tu fonces et tu frappes ». D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé physiquement ou dans votre tête au moment où vous êtes effondré dans cette cour de récréation? Juste si vous devez dire un mot à nouveau sur cette scène. Je ne pourrais pas vous le dire vraiment, parce que ça ne m'a pas tellement marqué. Ça m'a touché, mais je ne peux pas dire que ça a été un moment fondamental de mon existence. Je me souviens très bien du petit con, par ailleurs, qui me l'a dit. Ça, je l'ai sous les yeux. Peut-être qu'il m'entend d'ailleurs, plus ou moins. Il doit avoir mon âge, par définition, aujourd'hui. Et il doit être à la tête de l'entreprise des Grands-Perrins, j'imagine. Mais il était ridicule avec son petit nœud papillon et son air extrêmement, voilà, de petit policé. Ça, de lui, je m'en souviens. Cette espèce d'effondrement intérieur, je dirais que si je crois bien, est-ce dans Solal, dans La Belle du Seigneur, mais que Cohen raconte une histoire comme ça de lui. Il y en a plein d'ailleurs. C'est presque une scène classique de l'effondrement intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez savoir. Et votre rapport à tout ça est quand même assez singulier parce que vous avez dit le franco-judaïsme, l'israélitisme, dit Paul Salmona, etc. Vous appartenez comme à un milieu qui n'est pas tout à fait celui-là, parce qu'en tout cas, ce sont des gens qui ont un vrai lien au judaïsme, vos parents, et qui l'affirment. Ma mère. Votre mère, justement, c'est à elle que je voulais venir. Mais enfin, en tout cas, vous avez été circoncis, ils vous ont demandé de faire votre bar mitzvah, et il y a une mezouza à la porte, et vous dites que tout ça, effectivement, c'est à l'instigation, que c'est le désir de votre mère en particulier, même si votre père est quand même concerné, il est très vigilant sur les questions d'antisémitisme, etc. Et c'est intéressant parce que, quelque part, la rature du judaïsme dans votre livre, si on le lit de près, eh bien, le silence sur le judaïsme rejoint le silence sur votre mère. Je crois qu'à la page, je connais par cœur maintenant, donc à la page 104 de votre livre, vous avez cette phrase incroyable, vous dites « Ma mère, c'est au moment de sa mort que je me suis aperçu qu'elle avait eu une vie ». Donc c'est quand même intéressant, c'est un livre qui est très centré sur les hommes, notamment sur votre père, vos frères, etc. Et on comprend que votre mère, vous avez à peine vu qu'elle avait existé tant qu'elle était vivante, et on comprend aussi que votre mère, c'était elle qui se portait garante du judaïsme. Donc il y a deux ratures qui se joignent, vous voyez. Oui. Parlez dans le micro, allez-y. Vous m'avez vraiment lu avec attention et je vous en remercie parce que moi je ne saurais pas expliquer beaucoup de ce que vous venez de dire. Ma mère, c'était presque, oui, c'était son domaine. Elle mettait les veilleuses au moment des anniversaires de ses parents. Elle allait à ce qu'elle appelait la choule, c'est-à-dire en fait la victoire. Mais elle ne nous emmenait pas. Donc on n'a pas eu j'ai pas eu du tout d'éducation
jusqu'à ma bar mitzvah ou ma non-bar mitzvah, où c'était le retour du Vercors, c'était juste la fin de la guerre, de la guerre pour nous. On était revenu en septembre 1944 et c'était en novembre que normalement j'aurais dû avoir une bar mitzvah. Et c'était évidemment pour la famille et pour ma mère en particulier le symbole de la survie. Si le petit dernier de la famille pouvait faire sa bar mitzvah, il y avait quand même quelque chose qui était une forme de victoire sur la mort. Et je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Je me demande encore pourquoi. Si, parce que les souvenirs, c'est ce que je raconte, que j'avais du judaïsme d'avant-guerre dans mon milieu, étaient ceux de la bourgeoisie française déjudaïsée complètement, avec des oncles qui, à la place de kippa, mettaient leur mouchoir noué aux quatre coins sur la tête, qui prenaient à Rosh Hashanah la pomme et le miel en se resservant, en disant « mais ce truc-là est formidable, alors mangeons ». Enfin, et que même si jeune que j'ai pu être à ce moment-là, je sentais le ridicule et presque l'obscénité qu'il y avait à tout ça. Et donc cette image du judaïsme, alors c'est pas du tout l'image du judaïsme de guerre que j'avais, c'était cette image-là. Et je raconte que, on peut le dire ici quand même, les années ayant passé, que mon père donc m'a dit qu'il respecterait ma décision, mais qu'il me demandait de voir un rabbin avec lequel il avait pris rendez-vous pour me voir. Et que je me suis rendu compte a posteriori que ce rabbin n'était autre que le grand rabbin de France, Jacob Kaplan, et que ce qu'il m'avait dit, c'est peut-être ma faute parce que je ne l'ai pas compris, mais ne m'avait pas du tout convaincu. Et donc, j'ai affirmé ma volonté, ou confirmé ma volonté de ne pas faire un bar mitzvah, et qu'au fond, c'est ce que je dis un peu, cette décision est une manière d'indépendance, c'est-à-dire au fond de ce que veut, et d'entrer dans une adolescence indépendante, ce que devrait être au fond la bar mitzvah. Donc, à sa façon, ma négation de la bar mitzvah est une façon de la faire. Oui, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous dites vous-même que quand vous avez refusé de faire ce geste ou de poser ce geste de la bar mitzvah, vous dites vous-même que c'était quelque part le refus de quelque chose qui, aux yeux de votre mère et de votre père, était sans doute le symbole non seulement de la survie, mais du retour, des retrouvailles avec la fête, avec la vie, etc. Et en fait, en même temps, vous racontez ça dans un livre qui est lui-même profondément un livre de survivants, un livre de survie, un livre de transmission. Parce que, quelque part, vous avez souhaité, dans ce livre qui s'appelle Jeunesse, mais qui aurait pu s'appeler autrement, moi je proposais une étrange obstination, parce que c'est une formule que je trouve très belle dans le livre, et que je pense que ça dit quelque chose justement de cette volonté de survie, et que, eh bien, ce livre, il est dédié à votre fils, pour Elphège, voilà. Et c'est intéressant, parce que quelque part, vous m'avez raconté quand on s'est vu, que vous vouliez, par ce livre, lui raconter votre histoire juive, lui dire d'où vous venez, y compris ce que vous avez refusé du judaïsme, parce qu'il y a 1000 manières d'être juif, y compris en refusant d'entrer dans un certain judaïsme, ou en raturant quelque chose du judaïsme qui ne vous convient pas. Et donc je voulais qu'on parle un petit peu de lui, d'Elphège, parce que quand on s'était vu, vous m'aviez dit, il n'a pas encore le livre. Il l'a eu depuis. Alors, qu'est-ce qu'il en a pensé ? Alors, c'est très difficile de savoir. Je peux vous dire ce qu'il m'en a dit. Ce qu'il en a pensé est peut-être une autre affaire. Et ce qu'il en pensera plus tard aussi, je pense, sera un peu différent s'il le relit. Eh bien, chacun a sa manière de le lire, ce livre. Ça m'a beaucoup surpris. Il y en a pour qui ça évoque des souvenirs de guerre, même. Il y en a d'autres, c'est l'histoire de la femme, on en parlera peut-être tout à l'heure, enfin de mes premiers amours, qui les ont frappés le plus. Lui m'a dit, toutes ces histoires, je les connaissais plus ou moins, et non, ça ne m'a pas appris grand-chose. Mais je te trouve très, très productif. Alors, je dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, au contraire, je ne suis pas tellement productif. Je n'ai pas fait tellement de livres. Au contraire, je raconte que je ne suis pas tellement productif.
Alors Isabelle me dit, non, c'est pas productif. Il faut dire que nous parlons au téléphone, il est à San Francisco. Il est scientifique, pur scientifique, biologiste. Et il me dit, ben, tu es très... Non, c'est pas productif, c'est réactif. Ah bon? Eh bien oui, ça me frappe. Tu vas en Algérie, tu fais un bouquin sur l'Algérie. Tu vas aux États-Unis, tu fais un essai sur la mémoire américaine. Tu ouvres un livre de Manuel sur la vis, tu exhumes ce personnage et tu fais un... Autrement dit, c'était cette... Et il me dit, mais moi, je ne suis pas comme ça. J'y arrive pas, tu vois, je devrais être comme ça. Ça m'a appris. Et visiblement, ça lui a apporté quelque chose de tout à fait inattendu. Et donc, il a 35 ans, ce n'est pas un enfant. Ce qui l'a frappé, c'est voilà, je suis trop peut-être routinier ou je ne réagis pas. Alors, mais qu'est-ce que tu serais? Eh bien, dès que je verrai quelque chose dans un article s'allumer scientifiquement, je devrais me précipiter pour faire des expériences, etc., etc. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce qu'il avait l'air de vous dire à chaque fois que vous vivez quelque chose, ou à chaque fois que tu vis quelque chose, j'imagine qu'il vous tutoie, tu te précipites et tu en fais un livre. L'Algérie, boum, un livre. Et là, quel est l'événement alors déclencheur, l'événement existentiel qui aurait déclenché ce livre jeunesse? D'abord, il y a très longtemps que je devais le faire, que je voulais le faire, et là... Non, mais aux yeux de votre fils, c'est ça que je veux dire. Dans sa tête, quel est l'événement, puisqu'à chaque fois il connecte un livre à un événement. Oui, là c'est le confinement. Ah, le confinement. Tu pouvais aussi te tourner les pouces ou faire, etc., ou aller planter les choux. Tu as fait un livre. Et le livre qu'on attendait, enfin qu'on réclamait de toi depuis longtemps. L'Algérie, un livre sur l'Algérie, le confinement, un livre sur le judaïsme. Voilà. Ouais. c'est vrai qu'on voit bien le C'est ça truc. qui l'a frappé. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ça se tient. Alors, sur les Juifs, non, ça c'est complètement pour lui. Sa mère n'est pas juive et il sait pas ce que c'est. J'ai essayé une fois de lui expliquer. Il était assez petit. Bonne chance. Ouais. Il était assez petit. Et il m'a dit, je suis pas ton élève de Sciences Po. C'est tout. Ça voulait dire que j'avais complètement échoué. J'ai voulu l'emmener en Israël, pas question. Ben, oui, donc vous voyez, j'ai quand même voulu. Ben, vous avez réussi donc. Faire pas mal de C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Vous avez parlé de l'Algérie. Je voulais justement. Vous avez parlé de votre livre sur l'Algérie. Enfin, c'est votre fils plutôt qui vous en a parlé. Ce livre, Les Français d'Algérie, je l'ai apporté. Il a été réédité il y a quelques années. Et à la fin, vous avez éprouvé le besoin, et vous avez bien fait, de lui ajouter une lettre absolument magnifique. Moi, je pense que quand on a reçu une lettre comme ça, déjà, on a réussi sa vie. C'est une lettre justement de Jacques Derrida, qui est une lettre superbe, où il vous manifeste une franchise et une amitié incroyable, où il est très sévère, en même temps très tendre avec vous. Il vous dit plein de choses très belles sur votre texte, sur votre regard, et en même temps, il vous en met plein la figure sur beaucoup de choses. Et il y a des passages très beaux, où il parle de votre silence, de vos silences, notamment quelque part, au fond, il y a un silence. Il vous dit tu ne parles jamais du FLN, tu ne parles jamais des indépendantistes algériens. Il vous dit à sa manière que vous ne parlez pas non plus de l'islamisme. Il parle à un moment donné de l'islamisme. Et puis il a des formules comme ça qui sont très fortes et qui disent, je vais la retrouver. Voilà, je m'aperçois que je n'ai pas fini, parce que la lettre est très longue, donc il y a toute une série de griefs. Il y a 50 pages. Voilà, je m'aperçois que je n'ai pas fini, pardonne-moi s'il te plaît, je me venge un peu sur toi de trop de silence. Oui, il faut mettre cette lettre dans un contexte qui est très intéressant quand même. Le livre a paru juste au moment du putsch de l'OAS. Donc il n'y avait pas d'OAS quand j'ai écrit ce livre sur les Français d'Algérie. Jacques Derrida était mon camarade de classe, de Cagnes. On était l'un à côté de l'autre. Et je le dis là-dedans, seul nous différenciait le fait que j'étais un externe assez, j'ose pas dire, enfin, parisianisé déjà, alors que lui était une blouse grise interne
Et il y avait une grande différence, nous le savons tous, qui avons fait des cagnes entre les externes et les internes. Mais nous avons continué à nous voir un peu. Je suis allé le voir quand j'étais en Algérie, chez lui, à Alger, j'étais à Oran. C'est lui qui m'a d'ailleurs amené à la Casbah la première fois. Bien, et puis je publie ce livre en rentrant, et sur les Français d'Algérie, et 15 jours, un mois après, je reçois, j'étais à la Fondation Thiers, un pli, j'ouvre, c'était une lettre de 40 à 50 pages de Derrida. Mon livre, visiblement, l'avait provoqué, n'est-ce pas? Et lui qui ne s'était jamais exprimé, et d'ailleurs ne s'est pas depuis exprimé sur l'Algérie, s'est exprimé dans cette lettre. Donc je lui ai tout de suite dit, je ne peux pas garder. Il n'était pas le Derrida qu'il est devenu ensuite. Et bien sûr, il sortait de l'agrégation. Je ne peux pas garder cette lettre pour moi. On n'écrit pas 50 pages comme ça pour une personne. Il faut la publier. Et je vois que Esprit, dans lesquels on pourrait, moi je l'apporterai. Non, je l'ai écrit pour toi. Je ne veux pas m'exprimer publiquement. Tu as été l'occasion pour moi de sortir. J'ai beaucoup apprécié ton livre et en même temps, je suis foncièrement choqué. Et il était choqué par la manière dont je parlais des Français d'Algérie. Mais ça, je me suis expliqué dans le livre pourquoi. Il y avait cette provocation, en quelque sorte, ou ce ton provocateur qui aujourd'hui paraît un peu polémique et déplacé. Et pour des gens qui n'ont vécu que le malheur après. Mais alors, il s'est senti concerné puisqu'il était juif d'Algérie. Et donc, voilà. Et cette lettre, du coup, il y tenait visiblement, puisqu'il l'a laissée en double. Et d'ailleurs, c'est incroyable du point de vue de Derrida. Il l'a laissée en double dans ses archives. C'est-à-dire qu'il l'a écrite au carbone à l'époque. Il fallait mettre un carbone à chaque page. Et il l'a laissé dans ses archives que j'ai retrouvées à Libec et qu'on m'a envoyé de Libec. Voilà. Alors, au moment de la réimpression de ce livre, j'ai demandé à sa veuve, évidemment, qui n'a pas vu d'obstacle, au contraire, à ce que je mette... Marguerite Derrida, oui. Oui, à ce que je mette ce texte. Et ce texte, il a l'intérêt d'être camusien. C'est une lettre tout à fait camusienne qu'il écrit sur l'Algérie et sur les... Alors, en ce sens, elle est très intéressante. Je l'avais montré évidemment à Jean Daniel, qui avait été délirant d'enthousiasme, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, et donc je l'ai effectivement adjoint à la republication du livre. Oui, il y a des passages, parce que j'en parle parce que vous en parlez dans Jeunesse aussi, dans votre livre. La lettre de Derrida, il disait le ton qui en général, il parle de votre livre, le ton qui en général révèle plus que ne le fait le propos lui-même l'attitude fondamentale de celui qui écrit, reste souvent dans ton livre, m'a-t-il semblé, au principe, celui d'une agressivité un peu âpre, d'une volonté d'humilier, retenue, certes, par les règles strictes de la distinction intellectuelle et morale. Et ce qui est intéressant, c'est que il ne le dit pas dans ce texte-là, mais on le sent, on le comprend en vous lisant dans Jeunesse, que l'un des silences en question, c'est le silence sur les Juifs d'Algérie, que Derrida vous reproche souterrainement dans cette lettre, quasi explicitement. Et vous-même, dans votre livre dans Jeunesse, donc dans votre nouveau livre, vous rappelez votre complicité d'Algérie, enfin de nouvel Algérien, si j'ose dire, et puis lui d'Algérien, il avait toujours sa nostalgie dont il parlait. Mais vous dites aussi que ce sont les Juifs d'Algérie, que c'est le moment où les Juifs d'Algérie sont arrivés en France, qu'à vos yeux, quelque chose comme une communauté juive s'est vraiment constituée. Oui. Donc ça veut dire quand même qu'avec le recul, pour vous, l'Algérie et les Juifs d'Algérie, c'est quelque chose de très central dans votre identité juive, mais qu'au moment où vous écrivez les Français d'Algérie, vous faites silence sur les Juifs d'Algérie. J'ai un chapitre sur les Juifs d'Algérie. Mais pour lui quelque part, il vous trouve, quelque part, lui en tout cas, il trouve que vous êtes injuste à leur égard. Oui, c'est possible.
que j'ai été injuste à leur égard, comme j'ai été injuste, si j'ose dire, avec tous les autres dans ce livre. C'était son principe même d'être injuste. Parce que il faut rappeler la situation. Encore une fois, on était à la veille du putsch. Je ne pouvais pas le deviner, mais ça se sentait. Et que le problème algérien était le problème des Français d'Algérie. S'il n'y avait pas eu de Français d'Algérie, il n'y aurait pas eu de guerre d'Algérie. Bon. Et donc, personne n'en avait comme ça parlé, parce qu'on parlait de la même façon qu'on parlait des événements d'Algérie et pas de la guerre d'Algérie. On parlait des Européens d'Algérie, des Français en Algérie. On ne parlait pas des Français d'Algérie. Et le seul fait de l'appeler le livre Français d'Algérie, qui aujourd'hui est d'une banalité folle, était à l'époque provocateur, comme le titre de Jules Roy dont je m'étais inspiré, qui 6 mois avant avait publié un livre qui s'appelait La guerre d'Algérie. Et il avait fait la même provocation que moi, si vous voulez. J'avais copié son système. Donc ça avait quelque chose de nominaliste, si vous voulez. Et en même temps, ça avait quelque chose qui pouvait paraître à des gens comme Derrida proche du racisme. C'est-à-dire, tu essentialises une partie des Français, comme s'ils n'étaient pas des Français comme les autres, pour en faire une population spéciale, responsable, à certains égards, de leur destin historique. Alors, responsable de leur destin historique, je modulerai, parce que ce que je montre dans le livre, c'est que c'est tout un engrenage dans lequel la France métropolitaine est largement partie prenante, mais il y a tout de même une spécificité, si vous voulez, de cette population qui était coincée entre 2 systèmes, le système national français dont ils étaient partie prenante, et c'était extraordinaire en Algérie, tout le monde l'a vu, les routes, les téléphones, les postes, tout était français, tout. Et comme en Bourgogne, on se serait cru, et en même temps, un système colonial spécifique, mais totalement nié. Et donc, c'était des gens qui étaient coincés entre une surévaluation de la métropole, un amour délirant de la métropole, très supérieur à ce que la métropole méritait, si j'ose dire, et une situation coloniale dont il n'arrivait pas à sortir. Et donc c'était ça, ce livre était destiné, si j'ose dire, à casser le nœud gordien. Et je me souviens très bien quand je l'ai commencé, que certains de mes grands amis de l'époque, comme Jean-François Revel, qui ne s'appelait pas encore Revel, il s'appelait Jean-François Ricard, non, il s'appelait Revel, il venait de publier déjà, et m'avait dit, sois impitoyable. Si tu mets la main dans le sentimentalisme à cause duquel nous nous embourbons dans la guerre d'Algérie, c'est pas la peine de prendre la plume. Alors vous avez cité un de vos amis, donc Revel, et je trouve que parmi les plus belles pages de votre livre, il y a celles qui concernent l'amitié. Et notamment une amitié frontale, un peu vacharde. En fait, vous avez toujours des relations un peu tumultueuses avec vos copains. Il y avait Revel, mais il y avait aussi Furet, dont vous dites qu'il est parfois très mal comporté, qu'il vous faisait toujours des espèces de vannes un peu pas très sympas, qu'il parlait de votre collection archive, qui est une très belle collection, en disant que c'était un râteau à con. Voilà. Non, parce que je lui avais demandé d'écrire dedans. Et il m'a dit, je ne vais pas entrer, je ne veux pas être une dent de ton râteau à con. Voilà, c'est ça. Oui, c'est comme ça qu'on se parlait. Oui. Mais non, mais ça manque. Et vous parlez aussi de Pierre Vidal-Naquet. Oui. Parce qu'on parle de l'Algérie. Bon, Pierre Vidal-Naquet, parmi les Juifs comme ça, qui ont beaucoup lutté contre la guerre d'Algérie, contre la torture en Algérie, qui sont des figures identitaires comme ça, très fortes. Et je me souviens très bien que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le franco-judaïsme, etc. Pierre Vidal-Naquet est une grande figure de tous ces Juifs qui sont sortis de la Shoah en se disant
on va en rajouter dans l'universalisme. On va être solidaire de tous les opprimés, de toutes les victimes. Lévinas disait « Nous sommes des rescapés de l'histoire universelle ». Et beaucoup de Juifs se sont jetés à corps perdu après la Shoah, soit justement en étant fous de la République ou en étant fous de la Révolution, soit dans les bras de Marx, dans les bras de Marianne. Mais il fallait être solidaire des opprimés du monde entier. Et Vidal Naquet a été de ces Juifs solidaires des Algériens notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, vous avez et des Palestiniens, bien sûr, évidemment, entre autres, et dans toutes les questions coloniales, il était investi. Et Pierre Vidal Naquet disait, pour moi, être juif, c'est d'abord une façon de demeurer internationaliste. C'est-à-dire que pour lui, l'identité juive, c'était d'abord une façon de proclamer l'universalisme et d'être activement internationaliste. Pour vous, c'est activement, comment vous l'auriez défini en prenant modèle sur cette manière de parler de Vidal Naquet? Par rapport à Vidal Naquet, c'est difficile parce que j'ai eu des rapports, comme vous voyez, qu'il dit lui-même à l'époque, fait de passion et de tension. C'était comme des... Il n'y a que les garçons qui peuvent avoir ça au collège, si vous voulez, ce type de rapport intense. Mais si je le raccompagnais chez lui, il me raccompagnait chez moi, et ça durait comme ça toute la soirée. Il admirait que j'écrive mon journal intime, j'admirais qu'il ait tout lu, etc., etc. Et donc, en plus, tous ses parents avaient été déportés. Il était sans famille. Et moi, j'avais eu la chance que ma famille, au moins le noyau familial, parce qu'une de mes tantes a été déportée, elle est d'ailleurs sur le mur, non pas ici, le mémorial. Et donc ma mère me disait, sois gentil avec Pierre, il n'a pas eu ta chance. Et donc Pierre venait tout le temps à la maison. Et je passais les vacances, il restait dormir. Et je crois qu'il était un peu, c'était sa famille adoptive. Et puis quand on a grandi, on a eu des rapports beaucoup plus difficiles toute notre vie. Il faut dire que Vidal est un très drôle de type et qu'il n'est pas que le personnage héroïque ou tout ce qu'on veut. Il est héroïque, mais il est aussi dostoïevskien, abyssalement compliqué et oui. Mais c'est beau parce que vous en parlez au présent. Oui, vous dites oui, comme s'il était là, comme s'il regardait sur lui. C'est que, je ne sais pas, c'est complètement fou. Donc, je crois aussi qu'il a eu, je n'ose pas le dire, mais un rapport, le mot est un peu, pardonnez-le-moi, de jalousie profonde et que je comprends. Ne serait-ce que parce que j'avais eu une enfance plus heureuse que lui, que j'avais des rapports avec les femmes ou avec les filles à l'époque beaucoup plus faciles que lui-même. Oui. Oui. Comment vous expliquez ça? Et ça compte, écoutez, à l'adolescence, c'est fondamental. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire de l'histoire après avoir fait une licence de philo et de lettres et que je me suis rabattu sur l'histoire, lui a eu l'impression que je venais dans son domaine propre. Et là, il a eu des comportements de fou. Il a écrit, je me suis mis à préparer l'agrégation, il a écrit à des gens que vous connaissez d'ailleurs, c'est pas la peine que je donne leur nom, pour lui dire méfiez-vous de lui, il déchire les pages des livres pour préparer l'agrégation à la Bibliothèque nationale. Et c'était pas vrai? Si, c'était Ah bah voilà. Enfin, non, on a confirmation. Non, tout le monde se demande pourquoi dans le que sais-je, là, il y a une page déchirée. Non, mais Vidal était paranoïaque. Voilà, il faut dire le mot. Et c'est celui que je cherchais. C'est une évidence pour quiconque l'a connu un peu de près. En même temps, c'est un homme
héroïque, parce que pendant qu'il écrivait ses lettres anonymes invraisemblables, il descendait le boulevard Saint-Michel en vendant la question de la torture, enfin Henri Alleg. La torture, sur Alleg, qui était extraordinairement courageux de sa part. Et il se faisait tabasser. Il a fallu que je sorte de lynchage qu'il avait. Donc, c'est un mélange. C'est un homme qui se punissait en permanence. Parce qu'il avait peur et que tout, il détestait l'eau froide, et je me souviens que d'être allé avec lui au bord de mer, il s'obligeait à aller dans la mer. Je veux dire, c'était il vivait sur une sorte de tension volontaire, et d'ailleurs il y a un texte de lui très très curieux à la fin dans ses mémoires, où il dit « j'ai fait tout ça pour ma gloire personnelle, et c'est pas bien ». Donc il y a quelque chose, tout ça, je veux dire, tout ce qu'il a fait d'héroïque, si j'ose dire. Alors vous disiez que votre mère vous confiait, vous conseillait d'être gentil avec lui parce qu'il n'avait pas eu votre chance, etc. Oui, et c'est vrai que dans votre livre, ça apparaît, vous avez l'air d'opposer le drame pour Vidal-Naquet et finalement le miracle pour vous. Mais comme vous avez quand même vécu des choses très dures, lui, effectivement, ses parents ont été déportés, il y a eu beaucoup de choses tragiques, mais vous racontez dans votre livre quand même que il y a eu plein de scènes très, très violentes et tout à fait effrayante, mais notamment vous racontez que enfant, vous avez dû fuir un pensionnat comme ça d'une seconde à l'autre en vous retrouvant les pieds dans la neige et des chaussures que vous n'avez même pas eu le temps de lasser avec des cris de soldats allemands partout. Donc, et vous dites que ça a eu un rôle immense, que vous avez toujours eu une espèce d'inquiétude ou d'intranquillité ou d'inconfiance, c'est l'autre mot, d'inconfiance fondamentale. Et de ce point de vue, il y a un passage, donc il y a un point commun avec Vidal-Naquet quand même, parce que il y a un passage, à mon avis, fondamental de votre livre, qui est à la page 63, où vous dites que l'œuvre de Vidal-Naquet, sans doute, s'explique en partie par le fait qu'il avait un compte à régler avec la France, ou en tout cas avec l'occupation. Et tout de suite, vous enchaînez avec votre propre cas, et vous dites, moi, c'est avec la France tout entière, avec son histoire, que j'avais à me mettre à jour. Donc ce parallèle est intéressant, parce que ça veut dire que chez Vidal-Naquet, peut-être que quelque chose de son itinéraire intellectuel, politique et militant venait de ce compte à régler avec l'occupation, la France, la collaboration. Et vous, peut-être que toute votre œuvre d'historien, que beaucoup voient comme une espèce de salut, de célébration de la France, notamment à travers les lieux de mémoire, eh bien, il y a quand même quelque chose là-dedans qui n'est pas un compte à régler, mais qui est au moins une explication au sens frontal du terme. Oui, j'évoque ce parallèle avec un autre, avec un troisième personnage qui est capital dans la triangulation, c'est Lanzmann. C'est Hartog, que vous connaissez tous, François Hartog, qui a fait un petit livre, un essai sur Pierre Vidal-Naquet. Il a fait, comme nous faisons sur Jeunesse, à hautes études, un exposé sur ce petit livre. Nous l'avions discuté et il avait remarqué que l'année 84-85 avait été l'année de l'Ursprung, comme dirait Heidegger, c'est-à-dire de la révélation en puissance du problème de la mémoire. Et on donnait 3 exemples. Celui de Vidal-Naquet, qui était les Juifs, la mémoire et le présent, qui venait de paraître, les Juifs, la mémoire et le présent, Shoah, début 85, et les lieux de mémoire, et que c'était à la fois 3 livres sur la mémoire, 3 livres de Juifs, comme par hasard, et que c'était justement probablement pas tout à fait par hasard. Alors ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit effectivement, Lanzmann, dont j'ai été très proche, surtout au moment où il commençait Shoah, qui ne s'appelait donc pas encore Shoah, on sentait très bien, et on le sent dans le film lui-même, qu'il a un compte à régler avec la Pologne, avec les Polonais. C'est le livre, on l'a beaucoup dit, qu'il insistait énormément sur la responsabilité polonaise. Vidal
c'était quand même l'occupation, puisque le premier livre de ses mémoires s'appelle La brisure, et part avec, avec ses parents, le départ de ses parents. Et je me suis dit, mais moi, pourquoi la mémoire? Et pourquoi ce projet un peu fou, un peu délirant, un peu d'ambition? Eh bien, moi, je pense que alors j'ai pas voulu dire j'ai un compte à régler, parce que justement, j'ai pas de compte à régler, mais j'ai d'une certaine façon à me mettre à jour avec moi-même sur la France. C'est d'ailleurs le dernier mot des lieux de mémoire, c'est ce que j'ai essayé de dire. Je ne pense pas que vous vous en souveniez, vous avez raison, mais moi je m'en souviens. C'est-à-dire que je dis, et qu'est-ce que c'est que toute cette affaire? Un long apprentissage de soi. Un long apprentissage, maintenant je ne me souviens plus, un long apprentissage qui va de pas en pas, qui est à la fois la France et ma France. Ça se termine comme ça. C'est ça que ça voulait dire. J'ai voulu faire une histoire de la France et en même temps mon histoire, ma France. Donc voilà, je me suis dit, pour répondre à votre question, et pour Vidal, c'est très curieux parce qu'on a été quand même l'un pour l'autre, je crois, des chats et chiens, si vous voulez, chiens et chats plutôt, toute notre vie, intimes, hostiles, frères ennemis, tout. Et que je pense qu'on a compté l'un pour l'autre beaucoup. Voilà. Vous avez parlé d'explications avec la France ou avec l'histoire. Vous avez parlé aussi d'apprentissage. La question de la psychanalyse, votre rapport à... Parce que ce livre, en permanence, donne envie de vous dire est-ce que vous avez fait une psychanalyse. Mais vous en parlez. Vous dites à un moment donné, c'est là-dessus que je voulais... Justement, ça je voulais faire allusion. Vous dites que vous étiez angoissé jusqu'à la névrose, obsessionnel, très inconfiant donc, et vous dites qu'à un moment donné, vous avez essayé de faire une psychanalyse et que le psychanalyste que vous avez été voir a dit que vous aviez l'inconscient trop retors pour lui. Oui. Comment ça s'est manifesté alors, concrètement, en séance? Il m'a dit au bout de quelques fois, je crois que je ne peux pas grand-chose vous apporter. Je ne peux pas vous apporter grand-chose. Vous avez l'inconscient trop retors pour moi. Et j'ai trouvé que la phrase était extraordinaire. Parce que l'inconscient n'est pas retors, il est toujours le même, un peu monotone, et toujours. Mais oui, c'est au moment des échecs à l'école normale, à répétition, qui ne s'expliquait presque pas, sauf. Pardon. C'est son psychanalyste. Excusez-moi. Qui n'a pas lâché l'affaire. Ah ben vous voyez, c'est le fils de Furet. Ah. C'est Antoine Furet. Donc on est quand même resté très bien. Il vous appelle pour vous dire ras-le-bol du râteau à con. Non, il se met à lire son père, ce qu'il n'avait jamais fait. Mais il a près de 50 ans. D'accord. Bon, c'est un autre cas, disons. Mais oui, qu'est-ce que c'est alors un inconscient retors? Comment vous avez ressenti ça? Bon, donc à ce moment-là, ça paraissait très bizarre. Ça s'accompagnait d'une espèce de sentiment d'échec, pour tout dire, presque inexpliqué, inexplicable, mais qui allait quand même assez loin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, l'échec anormal, on peut en reparler. C'est un peu rigolo et symbolique ce que j'ai raconté, mais en même temps, c'est vrai. Là, je suis allé voir. D'ailleurs, c'était la mode. Tout le monde allait chez des psychanalystes à l'époque. Je ne sais pas si c'est autant la mode aujourd'hui, mais c'était là aussi la montée en puissance de la psychanalyse dans le public au moins bourgeois. Et donc je suis allé voir, je peux le dire son nom, Nacht, qui était le grand prêtre de la psychanalyse non lacanienne,
qui m'a dit qu'il ne pouvait pas me prendre parce qu'il avait trop de monde et qui m'envoyait à quelqu'un dont il pensait que sa culture littéraire, sa sensibilité s'accorderait assez à la mienne. Et il m'a envoyé voir, donc je ne dirais pas son nom, un homme fort gentil, sympathique, mais qui j'ai eu l'impression que c'était pas la peine de lui. Que voilà, ça ne donnait rien du tout. Donc, j'en ai conçu pour la psychanalyse et les psychanalystes Attention. Vous m'avez compris. Oui, c'est fou d'ailleurs. Parce que la grande expérience que j'ai, c'est qu'ayant fait les lieux de mémoire, j'ai été invité par une psychanalyste qui était presque cousine et ancienne déportée, et a assisté à un colloque sur la mémoire historique, sur la mémoire de la part des psychanalystes, et de leur apporter ce que je pouvais savoir sur la mémoire historique par rapport à la mémoire psychologique. Et alors, il y avait tous les grands, si j'ose dire. Je me souviens plus, leur nom va me revenir, mais enfin, c'était vraiment... il y en avait 5 ou 6 qui étaient sur l'estrade. Ça a été une séance que j'aurais voulu enregistrer ou filmer, parce que c'était une bagarre d'adolescents qui allaient se crêper le chignon, et une bataille de moi. Vous comprenez pourquoi le psychanalyste ne voulait pas, il veut enregistrer les séances, ça ne se fait pas normalement. De moi, c'était leurs querelles de moi invraisemblables des uns et des autres. Et donc, oui, j'ai jamais vraiment été... Si, il y a un psychanalyste avec lequel j'ai été intime, c'est Jean-Bertrand Pontalis, malgré tout, intime avant même, quand j'avais 16 ans et lui 22, dans cette bande entre Guy Charnot, Fermi Gier, enfin tous ceux que je raconte, et où il y avait Jean-Bertrand Pontalis, qui préparait l'agrégation avec Jean Laplanche, et nous sommes tous partis camper en Italie, dans une gazogène que Jean Laplanche, qui commençait ses études de psychanalyse de médecine. Et c'est assez drôle d'ailleurs, parce que nous étions en Italie et nous suivions de musée en musée un drôle de chemin. Et puis un jour, je les ai perdus, tous. Je cherche dans les rues et je tombe sur Lacan. Vous m'avez compris. Nous suivions Lacan. Je ne savais pas que Laplanche et Pontalis continuaient à faire leur séance de psychanalyse pendant ses vacances. Voilà, il m'a tout de suite dit, je vous connais, parce que je me suis présenté, j'ai dit, monsieur, je sais que j'ai perdu mes habits, je vous connais très bien. Donc, parce que Pontalis et Laplanche lui avaient parlé de moi. Voilà. Et donc, oui. Non, j'ai beaucoup ensuite fréquenté Lacan. Est-ce qu'il y a un psychanalyste dans la salle pour interpréter ce oui, non? Oui. Non? Sans doute. De la psychanalyse. Oui, je pense que la moitié de la salle s'est fait psychanalyser. Ça n'empêche. Ils n'ont peut-être pas eu les mêmes... Il y a le pass sanitaire, il y a aussi le pass psy. Donc si vous ne rentrez pas, si vous n'êtes pas analysé... En tous les cas, non. Ça, moi, voilà. Et donc, j'ai un grand respect pour ce que la psychanalyse a pu apporter à la connaissance de l'homme, à la distance vis-à-vis de lui-même qu'il a pu avoir, mais pas un respect inconditionnel pour la corporation. Mais surtout, la psychanalyse ne vous a pas apporté grand-chose à vous, apparemment. Dites-moi... Non, mais je connais beaucoup de gens qui ont fait des psychanalystes pendant 20 ans. Ça ne leur a pas non plus apporté tellement.
Moi, je connais des gens que ça a sauvé littéralement. Ça vous Je connais des gens que ça a sauvé littéralement, sauvé dans leur vie. Ah, Des gens qui étaient écoutez, au plus mal. Et... J'abandonne mon... Non, il y a une diversité d'expériences. Oui, il y a une grande diversité d'expériences. Mais d'ailleurs, puisque le fils de Furet a appelé pendant cette conversation pour dire qu'il commençait à lire les bouquins de son père maintenant qu'il avait 50 ans, donc effectivement c'est le moment. Revenons à votre fils, il s'appelle Elphège. Pourquoi Elphège ? C'est sa mère qui a voulu l'appeler comme ça. C'est parce que dans toute la famille de sa mère a été élevée dans un château. Son père, donc, était... c'est une famille nombreuse de 7 enfants dont le père était majordome de château de la Loire, Chenonceau ou je ne sais plus lequel. Alors, toute la famille porte des noms... si j'ose dire, à coucher dehors, au point que je crois que si ça avait été une fille au lieu d'un fils, j'étais menacé qu'elle s'appelle Frédégonde. Vous voyez, Frédégonde Nora, par exemple, ça aurait été bon. Elle vous aurait appelé pour vous dire qu'est-ce que tu es productif. Et voilà, c'est donc... pour ça qu'il s'appelle Elphège. Alors, simplement, c'est un nom, j'allais dire très bizarre, mais en fait, il y a des Elphèges. J'ai été très étonné de voir que si vous vous promenez... Il y en a au moins un, en tout cas. Ah non, Oui. il y en a plusieurs. Il y a d'abord un évêque cardinal ou évêque au XIe siècle, mais il y a surtout un architecte qui, en face du musée, c'est le musée... rue de Varennes, Rodin. Oui. En face du musée Rodin, si vous vous amusez à passer, toute la rangée de maisons est marquée de l'architecte Elphège Fournier. Donc il y a un Elphège Fournier qui a fait tout le quartier. Voilà. Bon, alors au départ, je me demandais comment il allait prendre ce mot, et finalement... d'abord, c'est assez joli, on s'y est habitué. Lui, le premier, tout le monde l'appelle Elphège en classe, ne l'appelle pas Nora ni autre chose, c'était Elphège. C'était tellement identifié. Et maintenant, tout le monde, il est très content parce que personne d'autre que lui ne porte ce nom. Donc, il en est très fier, ou en tout cas, il est habitué. Et lui, par contre, il vous a lu, il n'a pas attendu 50 ans, parce qu'il n'a que 35 ans, et il vous lit, votre fils. Ah, c'est tout ce qu'il a lu. Pardon ? C'est tout ce qu'il a lu de moi. Jeunesse ? Oui. Ah, d'accord. Mais il n'a pas tort, parce qu'effectivement, c'est une sorte de lettre au fils, ce livre. Non, puis le reste, il ne s'intéresse pas beaucoup à l'histoire. Non. 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 Et est-ce que vous avez l'impression, puisque cette lettre au fils, c'est aussi une lettre qui donne des forces, est-ce que vous avez l'impression que ce qu'il a construit déjà, vous en êtes en partie responsable? Vous m'avez raconté quand on s'est vu que parce que vous ne l'avez pas élevé, pour ceux qui ne le savent pas, vous n'étiez pas présent, en tout cas, vous n'habitiez pas avec lui, mais vous m'aviez dit que vous enregistriez en permanence des cassettes, que vous lui racontiez des histoires, que vous faisiez des pauses, etc. Et qu'encore aujourd'hui, il a gardé ces cassettes. Ben oui. Oui, non, je crois qu'on s'entend très bien. Oui, ma question c'était, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose de vous l'a autorisé à se construire? Parce que vous savez, vous êtes certainement, oui. Certainement. D'abord parce que je lui ai vraiment posé la question quand il était petit et que nous ne vivions pas ensemble. Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu es... etc. Et il m'avait toujours dit, mais écoute, moi... tu es beaucoup avec moi, parce que tu viens tous les mercredis, c'est le mercredi ou le jeudi, je ne me souviens plus qu'il y avait les vacances, et tu me prends, on va au restaurant, on va au cinéma, on va chez le glacier, tu m'offres quelque chose, je reviens, très bien. Tandis que la plupart de mes copains, quand ils entrent dans le bureau de leur père, ils ont des coups de pied aux fesses en disant « va voir ta mère, laisse-moi travailler ». Donc, finalement, je suis beaucoup plus avec toi que je ne le serais... voilà. Et effectivement, j'avais trouvé ce moyen d'être avec lui pour l'endormir, de lui lire des histoires en cassette et de parler avec lui.
et il écoutait ses cassettes pour dormir le soir. Je trouve ça assez joli pour un garçon. Voilà, et bien pour finir, en fait, je voulais juste vous lire ce petit passage de quelqu'un qui n'a pas grand-chose à voir avec vous, mais quand même quelque chose, c'est Benny Lévy. Vous savez, Benny Lévy qui était un ancien maoïste, qui est devenu Ah oui, ça ensuite ça m'étonnerait qu'il ait quoi que ce soit. Voilà. Mais si, il y a des choses dans ce livre qui s'appelle Être juif qui vous parlerait, hein, notamment quand à un moment donné où il dit, à l'époque où j'étais maoïste, j'aurais tout fait pour ne pas apporter une réponse juive aux questions universelles que je me posais. Je pense qu'on aurait pu parler de ça longuement. Mais surtout, je voulais finir en disant qu'il écrit, moi c'est un livre qui m'avait beaucoup frappé, et qui m'avait d'ailleurs gêné, il y avait une sorte de malaise quand je l'ai lu. Mais Lévy, donc, qui est un maoïste, qui est devenu ensuite juif très pieux et très religieux. Et il dit... c'est toujours par le retour qu'il y a du juif, par la formation du reste, la production positive du survivant. Chaque juif est essentiellement un survivant. Et c'est pour ça que j'avais envie de conclure là-dessus, parce que je trouve que votre livre, à sa manière, à la fois raconte en permanence toutes les distances que vous avez prises, le refus de la bar mitzvah, le refus de tout un tas de choses vis-à-vis du judaïsme, mais en dernière instance, cette lettre au fils, qui est d'abord un geste de transmission, qui raconte votre histoire juive, qui passe notamment par le refus d'un certain judaïsme, eh bien, je trouve que c'est effectivement un geste de survivant, de survie, de transmission, et donc un geste tout à fait juif. Je me trouve dans une génération intermédiaire entre la génération du franco-judaïsme classique, dont certains, parmi les intellectuels juifs, ont découvert qu'ils étaient juifs au moment de la guerre, comme des Raymond Aron, ou comme des Emmanuel Berle, ou comme des Georges Friedman, et puis la génération post-68, qui a redécouvert la positivité juive. Et quand je dis la génération de 68, c'est la proximité entre la guerre des 6 jours, à mon avis, et 68 étudiants, qui a déterminé une sorte d'identité communautaire et de grande identification juive. C'est la génération de Glucksmann, de Bernard-Henri Lévy, de Shmuel Trigano et d'Alain Finkielkraut et au fond la vôtre, je pense. Vous êtes plus jeune. Vous êtes plus jeune. À quelques années près. Non, mais il y a une grande différence entre ces deux types de générations et à beaucoup d'égards, je me sens participer des deux et être absent des deux. Voilà. Parce que du franco-judaïsme, je partage presque tout, sauf que eux ont découvert avec la guerre qu'ils étaient juifs, et moi je l'ai connu, c'est-à-dire quand ils avaient déjà 20 ans, et que moi je l'ai connu quand j'avais 5 ans, ou 8 ans, je veux dire. Donc ça fait partie de mon identification immédiate, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Et ça change tout, évidemment, parce qu'on est intrinsèquement juif. En plus, c'était la guerre, et donc la guerre vous faisait... bon. Et d'autre part, je partage, sans partager, quelque chose de cette découverte que eux tous ont faite. Et je raconte dans mon livre que j'ai publié le premier livre de Shmuel Trigano qui s'appelle La disparue, et qui était un livre qui avait été refusé par tout le monde et qui est au fond le réenracinement du judaïsme dans la philosophie jusqu'à Maïmonide, c'est-à-dire tout ce courant de pensée juive que la philosophie classique a mis de côté ou n'a pas vraiment envisagé. Alors, je n'avais pas bien compris son livre non plus, mais j'y avais senti quelque chose de très fort et qui m'avait, comme on dit, interpellé, si j'ose dire, pour que je publie chez Gallimard, qui n'était pas l'éditeur le plus évident pour publier un livre comme ça, son livre. Alors depuis, il a beaucoup changé, il est devenu ce qu'il est devenu, tout ça, mais c'est pour dire que je l'ai senti. Même chose d'ailleurs avec Finkielkraut, le juif imaginaire. C'était au début un article pour le débat, au tout début du débat. Et je lui ai refusé. Je lui ai refusé parce que ça n'allait pas. Et je lui avais dit, mais vous devriez en faire un livre, parce que il y a trop de choses, ça ne va pas comme un article.
comme un essai, ça irait beaucoup mieux. Bon, il l'a fait, donc je sens que c'est, en un sens, je lui ai rendu service, mais ça veut dire que j'avais bien senti quand même quelque chose dans Juif imaginaire, qui est un très beau livre. Voilà, alors je pense que je comprends un peu, mais je ne participe pas, comme eux, intrinsèquement à ce judaïsme identificatoire qu'ils revendiquent. Donc, je suis entre les deux chaises. Une fois de plus. Paul Salmona, je crois que vous voulez intervenir. Oui, non, c'est une question, enfin un point sur lequel moi j'aurais aimé que vous reveniez. Jean évoquait tout à l'heure les échecs féconds qui provoquent, enfin des bifurcations fécondes dans votre trajectoire professionnelle. Est-ce que vous reviendriez un instant sur ce qui vous amène à devenir éditeur ? Écoutez, je me souviens. Vous savez, il y a une femme dont je parle dans mon livre, qui est cette héroïne du Vercors, qui m'avait pris un peu à la bonne, m'emmenait comme un petit frère, me promenait dans les bois, me lisait des poèmes, et première figure féminine, comme ça. Et évidemment, et elle m'avait dit, tu seras éditeur. Ça m'est revenu bien des années après, parce que j'avais complètement oublié. D'autre part, oui, ça a l'air bête à dire là aussi, mais je crois que je suis un éditeur né, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai eu très jeune cette tendance à trouver des textes que je voulais faire connaître. Vous devez peut-être connaître ça, même dans le journalisme. Tout d'un coup, on a envie de faire écrire un type en se disant il a quelque chose dans le ventre. Et au fond, très jeune, j'ai fait une revue avec Vidal Naquet qui s'appelait Imprudence. Et j'avais envie de faire publier des textes dedans. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et puis, ce qui m'a fait, là, encore un sentiment d'échec, c'est que j'étais à la bibliothèque, j'étais aux Archives nationales pour préparer ma thèse, et que je n'ai jamais faite. Et je suis tombé sur je lisais des procès dans la série BB18, bien connue, des archivistes. Et ces procès étaient passionnants à lire. Je me disais, mais comment on peut utiliser ça dans un livre ? Ce qui est intéressant, c'est le texte. C'est la production de ce texte qui vous saisit. Il faut le publier tel quel. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai eu le sentiment de cette petite collection dont vous êtes trop jeune pour avoir appris l'histoire dedans, mais que vos parents au moins fréquenté, qui s'appelait la petite collection Archives, et qui était chez Julliard le montage par des historiens qualifiés de pièces qu'on pouvait considérer comme des archives, et qui était une manière de démocratiser la fréquentation des archives, puisque c'était de les mettre directement en livre de poche. Donc ça a été une collection qui a eu 110 à 120 livres, que j'ai beaucoup fait presque personnellement avec les auteurs au départ, parce que la formule n'était pas évidente à articuler entre le commentaire et le texte lui-même qui faisait et qui correspondait à une période aujourd'hui complètement disparue, mais qui était justement la mise en rapport direct avec le jus d'une époque, si j'ose dire. Il y avait à l'époque des livres de vulgarisation historique, il y avait des livres de sciences historiques, il n'y avait pas ce type de livre de publication documentaire qui mettait le lecteur en contact direct avec une époque, avec un style, avec une pensée, avec une mentalité, comme on aurait dit à l'époque.
très différentes. Donc, il y avait quelque chose de très nouveau dans cette conscience du passé, fait de la proximité et de la différence en même temps, des deux, très, très fort. Et voilà, donc j'ai fait cette petite collection archives. Et là, effectivement, on me décrit, si j'ose dire, les gens qui m'ont connu à l'époque, comme un cinglé, d'abord, c'était un livre par mois. Donc, vous vous rendez compte du boulot que ça représentait, absolument énorme. Donc, et j'avais des... Voilà, j'avais lu l'histoire de la folie de Foucault. Je suis tout de suite allé lui demander les embastillés pour la collection archives. C'est comme ça que je l'ai connu au départ. Et cette collection, donc, je l'ai sortie grâce à Christian Bourgois, chez Julliard. Christian Bourgois, que vous ne connaissez plus parce qu'il est mort, mais qui était un de mes amis proches, parce que c'est lui qui avait publié Les Français d'Algérie, et il m'a encouragé, poussé. Sans lui, j'aurais peut-être pas pu faire cette collection. Et voilà. Et alors, sur le succès de cette collection, Claude Gallimard, qui cherchait quelqu'un pour faire chez lui de l'histoire, parce qu'il n'avait pas vraiment de collection d'histoire, et donc il a entendu parler de cette petite collection, il a pris contact avec moi, et moi ça ne m'intéressait pas du tout de faire une collection d'histoire, parce que ça me suffisait comme ça, avec archives. Mais il m'a fait une proposition que je raconte dans le livre à la fin, et qui était, de fil en aiguille, je passe, de me confier tout le secteur non-fiction de Gallimard à réanimer, refaire, avec le sentiment qu'il n'avait pas publié Braudel, qu'il n'avait pas publié Lacan, qu'il n'avait pas publié le premier Foucault, l'histoire de la folie, qu'il n'avait pas publié, etc., que ce sont des auteurs dont on parlait, tout ça, et qu'il s'est rendu compte que je pouvais lui rendre service de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez, quand on vous propose? J'ai beaucoup hésité, beaucoup. J'avais 3 essais dans la tête, essais de livres, dans la tête au moment où Claude Gallimard m'a fait cette proposition. J'ai énormément hésité à accepter. Tout le monde m'a dit, si tu acceptes, tu es foutu, tu écriras plus, Gallimard te bouffera. C'est ce qui est arrivé. Si j'ose dire. Cela dit, vous voyez ce que je veux dire, je me dis quelquefois que si j'avais fait 3 essais à la Jean-François Revel, ou 5 ou 6, est-ce que... Vous voyez jusqu'où va l'amitié. C'est pas une vie plus intéressante, etc., que j'ai eue en acceptant cette proposition qui était quand même, qui faisait tourner la tête quand vous avez 34 ans, à peu près, et qu'on vous fait cette proposition, n'est-ce pas? Quand on vous a demandé d'être directeur des livres, vous avez quand même eu un petit frisson. Oh là là, plus que ça. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle ou dans des questions Non, n'hésitez pas à vous manifester fortement. Parce qu'en plus, avec les masques, on ne voit pas trop les intentions. Paul, peut-être? Non, j'ai cru que tu avais... Non, j'avais juste envie de réagir à propos de votre définition de la collection archive, à propos du texte et de son commentaire, en disant que c'était quand même une définition assez talmudique de ce qu'est un livre. Ah, d'ailleurs, là-dessus, j'ai une question. Tiens. Le texte principal et son commentaire, oui. Oui, c'est la forme éditoriale du Talmud. Oui, mais justement, cette forme, elle vient d'être renouvelée. Pierre Nora, je voudrais vous poser une question là-dessus, parce qu'il y a une chose très intéressante dans votre livre, après, vraiment, on va rendre la salle. Vous affirmez que, enfin, vous racontez plutôt, vous affirmez pas, vous racontez que votre père était donc très vigilant, il avait beau ne pas être très attaché au judaïsme, etc., il était très vigilant sur les questions d'antisémitisme. Et vous dites qu'avec 2 autres, avec l'historien Louis Alphen et avec Robert Debré, dont il était proche, il avait fait traduire Mein Kampf.
Et c'est très intéressant parce que donc ça a été un des premiers à faire ça. Et aujourd'hui, je voulais vous interroger là-dessus. Justement, il y a une version talmudique de Mein Kampf qui est sortie, qui va sortir, puisque les éditions Fayard ont décidé de rééditer. Voilà. Et c'est vrai que ce qui frappe immédiatement quand on regarde ce texte, c'est que ça a été construit comme voilà, une espèce de commentaire qui vient manger, étouffer en permanence le texte d'origine. Vous, rapidement, peut-être parce qu'il faut qu'on conclue, mais comment vous voyez il y a eu une polémique, il y a eu toute une discussion, est-ce qu'il fallait rééditer comme ci, comme ça? Prenez votre micro juste. Prenez votre micro juste pour qu'on... Avant de venir, j'ai mis un mot de félicitation à... non, pas à Florent Bayard. Si, je devrais le faire à Florent Bayard, mais à Sophie de Closet, d'avoir publié... La patronne d'édition Fayard. Donc. C'est la directrice de chez Fayard. Parce que c'était en fait mon neveu Olivier qui avait lancé la chose quand il était directeur de chez Fayard, mais c'est elle qui l'a ensuite assumé devant la polémique et qui l'a réalisé comme elle l'a réalisé. Donc, voilà, je lui dis la même chose. Bravo, c'est une publication extraordinaire, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Je ne sais pas si je l'aurais même acheté parce qu'elle est assez chère, 100 €. Je l'ai reçue cet après-midi juste avant de venir. Et en effet, en l'ouvrant, c'est la première chose qui frappe. C'est qu'elle a talmudisé Mein Kampf. Je me demande la tête qu'aurait fait Hitler, si j'ose dire, en étant à ce point... réinvesti par le Talmud. Bon ben voilà, je crois que c'est bien de terminer en riant de Mein Kampf. Je pense que c'est pas mal, non? C'est très mage comme conclusion.